Donc nous avons le plaisir de recevoir Gilles Beyen, qui est le président directeur général d'Erytech, qui est une société de recherche spécialisée dans les thérapies contre le cancer. Alors Erytech a mis au point un procédé très innovant fondé sur l'utilisation des globules rouges pour transporter une molécule active, et notamment dans le traitement du cancer. Donc ma première question, ça va être... Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt de cette technologie qui encapsule le médicament ? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc Erytech, c'est encapsulation dans des érythrocytes, des globules rouges. Nous sommes Erythrocyte Technology, Erytech. Et donc, ce qui est fascinant dans les globules rouges, en fait, dans notre corps, la cellule la plus prédominante, 75% des cellules dans notre corps sont des globules rouges. Elles vont partout, elles ont une durée de vie de 120 jours, ont une membrane très flexible, et ce que nous avons mis à point, c'est une technologie qui permet à mettre des médicaments dans les globules rouges. Et quel est l'avantage ? C'est, le médicament va typiquement avoir une durée de vie prolongée parce que le médicament sera protégé par la membrane du globule rouge. Et deux, et ça c'est très important dans l'oncologie, typiquement on va pouvoir réduire la toxicité. Donc beaucoup de chimiothérapies sont très toxiques. Dans le globule rouge, on voit qu'on peut réduire cette toxicité. Et ça nous a permis d'avancer avec des molécules comme l'asparaginase. C'est une molécule qui était connue dans les traitements de la leucémie, qui marche bien, mais qui est très toxique. Et là, on a pu montrer, effectivement, quand on la met dans les globules rouges, on a une activité beaucoup plus longue et moins de toxicité. Alors, votre traitement le plus avancé, qui est en phase 3, donc la dernière phase clinique avant l'enregistrement, c'est un traitement du cancer du pancréas. Donc, on sait que malheureusement, dans cette pathologie, pour l'instant, il y a encore peu de traitements et beaucoup d'échecs de développement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes du développement de ce traitement ? Tout à fait. Donc, effectivement, avec cette technologie, cette molécule qui était connue dans les leucémies et avec laquelle nous avons fait pas mal d'essais qui montraient qu'on pouvait la rendre moins toxique, nous avons osé d'aller vers le cancer du pancréas où les autres asparaginases non encapsulées avaient essayé d'y aller parce que c'était connu que le médicament pourrait travailler dans des indications comme le cancer du pancréas. Et ce que nous avons montré, effectivement, on est la seule asparaginase qui a pu montrer, effectivement, un effet de survie important dans une étude de phase 2. C'était l'année dernière qu'on a eu ces résultats. Et maintenant, grâce à ces résultats, on a pu avancer dans une étude de phase 3. Donc, dans le développement clinique, il y a la phase 1, phase 2, phase 3. Donc, on est dans la phase finale vers un enregistrement si les résultats, naturellement, sont aussi bons qu'on a trouvé dans la phase 2. Donc, programme plus avancé, cancer du pancréas. On lance aussi une étude dans le cancer du sein. Le cancer du sein triple négatif, c'est la forme la plus agressive du cancer du sein. Avec la même idée, la molécule qui affame les tumeurs, mais qui est trop toxique pour des patients fragiles, comme patients en tumeurs solides, où on lance maintenant une étude de phase 2 dans cette indication. Et quel potentiel peut-on donner aujourd'hui à un traitement du pancréas ? Est-ce qu'on peut dire que si ça réussit, ça pourrait être un potentiel blockbuster ? C'est vrai que le cancer du pancréas, c'est un besoin médical insatisfait. Vous connaissez tous, c'est une maladie très agressive. Il y a vraiment rien. Il y a des chimiothérapies, mais qui ne font pas grand-chose. Et donc, il y a un énorme effort de développement pour voir si on peut améliorer les traitements dans le cancer du pancréas. Pour vous donner une indication, en Europe, il y a chaque année à peu près 100 000 patients atteints de cancer du pancréas. Et donc, oui, il y a des traitements chimio, mais avec ce qu'on a pu montrer, il y a un grand marché qui potentiellement s'ouvre. Ouais. Alors récemment, vous avez annoncé un changement de stratégie. Vous avez abandonné des développements très avancés dans la leucémie, dans les cancers du sang. Et ce qui a effectivement, suite à cette annonce, le titre a fortement chuté. Alors pouvez-vous nous expliquer la raison de cette décision de vous focaliser uniquement sur le cancer du pancréas ? Oui, et la raison de ce switch, c'est vraiment lié au besoin médical, donc le marché potentiel. Donc, je disais 100 000 patients en Europe atteints du cancer du pancréas.
où il n'y a pas d'autres options. Oui, il y a la chimio, mais il n'y a pas d'asparaginase, il n'y a pas les immunothérapies. Et si on compare ça à la leucémie aiguë lymphoblastique, où on était dans la partie en rechute, c'est 8 000 patients en Europe. Et il y a beaucoup de concurrence. Il y a les autres asparaginases, il y a eu 2 autorisations récemment, en 2016, d'autres asparaginases. Il y a les immunothérapies qui prennent une grande partie de ce marché. Donc on était en face d'une situation où oui, on pourrait avancer vers une AMM, mais il aurait fallu encore investir pas mal, surtout aux US, parce que l'agence médicale avait dit oui, c'est bien ce que vous avez fait, mais le besoin médical n'est plus tellement insatisfait, donc une voie accélérée n'est pas possible, donc il faut investir. Donc on voyait, et c'est des investissements facilement de 15-20 millions. Donc est-ce qu'on allait encore investir 15-20 millions dans une indication qui disparaissait? Il reste un besoin, mais quand même comparé au pancréas, c'était très limité. Et là, au cancer du pancréas, 20 fois plus grand, pas d'asparaginase, pas d'immunothérapie. Et au lieu de pouvoir être une troisième asparaginase dans les leucémies, on a dit on va mettre cet argent pour accélérer les efforts dans les tumeurs solides où on peut être un first in class, une première asparaginase. Alors en fait, ce produit dans le cancer du pancréas avait fortement intéressé les investisseurs américains puisqu'il vous a permis de vous coter au Nasdaq. Vous avez levé, je crois, 110 millions en 2017. Oui. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui du capital d'Erytech et de la part des Américains et puis de la visibilité, de la trésorerie dont vous disposez? Tout à fait. Donc, les résultats de phase 2 dans le cancer du pancréas nous ont permis de lever 185 millions en 2017, en 2 tranches, 2 fois, en avril 70 et en novembre 120. Ce qui nous a donné une belle trésorerie pour faire ces essais de phase 3 et de phase 2 et développer la plateforme. Et c'est vrai que c'est surtout, presque la moitié de nos investisseurs sont des investisseurs américains maintenant, qui voient l'opportunité et qui ont aussi misé effectivement sur les tumeurs solides, parce que c'est là où le plus grand besoin. Notre plus grand investisseur maintenant à 25%, c'est BVF, Biotech Value Fund en Californie. Il y a aussi 11% chez RA Capital. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu un changement. Il y avait Baker Brothers. En fait, Baker Brothers a tout vendu à BVF et RA Capital pour des raisons. Ils ont tous un profil de risque différent. L'un a plus d'appétit au risque que l'autre. Et c'est vrai que maintenant qu'on est dans les tumeurs solides et plus dans les leucémies, notre profil de risque a augmenté, le profil de revenus a aussi augmenté, et donc les fonds tous ont un profil différent. C'est pour ça qu'on a eu ce shift. Alors vous avez une trésorerie de plus de 100 millions, c'est ça? Notre trésorerie en fin septembre était de 147 millions. Donc on a c'est ce qu'il nous faut pour faire la phase 3 en cancer du pancréas et la phase 2 dans la TNBC, cancer du sein triple négatif, et aussi différents essais précliniques, donc de vraiment valoriser notre plateforme. Et donc, oui, 147 millions. Ce qui est un peu étonnant, c'est que notre valo est en dessous de cela aujourd'hui. Donc, oui, parce qu'on peut s'étonner quand même qu'avec une trésorerie de près de 140 millions, une phase 3 donc très avancée, l'action soit si peu chère et le titre. Comment vous expliquez la chute continue de l'action? Différents éléments. Je crois que ce qui est vrai, c'est qu'en se focalisant sur les tumeurs solides, notre news flow s'est repoussé parce que le news flow était d'abord dans les leucémies. Maintenant, on doit attendre un peu plus longtemps, jusqu'à début 2020, pour avoir les grandes nouvelles. Il y aura des petites nouvelles en cours de route sur la préclinique, et importantes potentiellement. Donc cette idée que le news flow est plus lointain, je crois que le marché est aussi quand même en général nerveux, surtout sur les small caps comme les nôtres. Donc je crois que tout ça joue, et aussi le shift stratégique des leucémies vers les tumeurs solides, c'est peut-être pas encore tout à fait digéré et compris. Donc je crois que c'est ces éléments ensemble qui font la situation.
Et compte tenu du besoin médical dans le traitement du pancréas, est-ce que vous pourriez avoir une autorisation, je dirais, conditionnelle, c'est-à-dire finalement plus tôt qu'avant la fin des résultats? Je dirais que ce n'est pas exclu. C'est une option qu'on regarde et qu'on étudie, parce que c'est vrai que notre résultat de phase 2 était quand même fort, avec ce qu'on dit un hazard ratio, c'était 0,6, c'est un signal qu'on avait une réduction de risque de mort pendant la durée de suivi de 40%. C'était fort. Ce n'était qu'une étude, donc je dirais que ce n'est pas exclu, on regarde la situation. Très bien. Bah, écoutez, je crois que je vous remercie beaucoup, Monsieur Beyen. Je crois qu'on a fait le tour. Merci bien. beaucoup. Merci à tous. Merci.